Eh bien, nous revoilà en fait sur le module donc toujours gestion des ressources humaines. Hein. Donc, nous sommes toujours dans la partie numéro 1 concernant les éléments clés de la gestion des ressources humaines. Nous allons donc ici aborder le chapitre 2 concernant les différents modèles de la gestion des ressources humaines. Alors, cette partie va être organisée en 5-6 sous-parties, si vous voulez. La première partie va aborder donc le modèle traditionnel. Nous allons ensuite enchaîner avec le modèle des relations humaines. Nous allons avancer un peu dedans avec les modèles, on va dire le modèle de la gestion moderne, des années 70, et puis nous allons venir au modèle de la gestion stratégique des ressources humaines. Et donc, sur le point 5, il s'agira de faire une synthèse de ces différents modèles-là. Donc, je vais vous laisser donc, un petit tableau qui va être mis comme support et partagé dans le cours. Vous serez invité à remplir ce tableau-là qui va synthétiser les 4 précédents modèles que vous serez amené on va parcourir ensemble rapidement, histoire de voir si vous avez gardé un peu. Suivant bien évidemment une démarche donnée, je vais vous donner un tableau caractéristique en vous disant un petit peu les différents éléments qu'on pourrait retrouver dedans. Et un dernier point qui va concerner bien évidemment la motivation et la satisfaction. Donc, voilà, petite application si on veut, on peut être un petit peu, on peut mettre en relation un certain nombre de notions ou de concepts de motivation et de satisfaction en fait ici. Donc voilà, sans plus tarder, avançons rapidement avec cette partie-là. Alors, on va le dire, hein, les différents modèles, si vous voulez, reprennent un petit peu l'évolution de la GRH, hein, bien évidemment, de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Il y a des modèles qui ont évolué, mais qu'on aura le temps de développer bien évidemment plus tard. Comme je vous l'ai dit dans les références, hein, il y a un certain nombre d'auteurs, notamment Peretti. Et donc, selon Peretti, bien évidemment, les ressources humaines ont évolué de la fonction personnelle, ce qu'on va appeler administration du personnel, c'est la fonction personnelle émergente, lentement dans la première moitié du XXe siècle, se professionnalisant dans la seconde moitié pour devenir ensuite fonction ressources humaines, ce qu'on va appeler gestion des ressources humaines plus tard, bien évidemment. Aujourd'hui, elle tend à être reconnue comme une fonction stratégique à la fin du XXe siècle. Hein. Donc, on a management et gestion stratégique des ressources humaines. C'est ainsi donc qu'on va distinguer, si vous voulez, ici dans notre travail, 4 différents modèles principalement. Avant 1930, en Taylor, toute la période, en Fayol et tout le reste. On a donc le modèle traditionnel, donc c'est le modèle classique de la gestion des ressources humaines où on a cette ancienne conception des choses. Dans les années 30 et un peu après, donc on a eu le développement donc des modèles de relations humaines que nous allons développer donc tout à l'heure. Ensuite, dans les années 70, est apparu donc le modèle de la gestion moderne et enfin le modèle de la gestion stratégique dans les années 90 où la question de l'employabilité et autres ont commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Alors, nous allons donc commencer tout de suite avec le modèle qu'on appelle traditionnel ou classique. Il faut noter que ce modèle est en lien avec le taylorisme, hein, donc Michel Taylor, on l'a dit un peu en sociologie des organisations, sociologie ou en psychologie, sociologie des organisations principalement. Donc pour cet auteur, c'est Frédéric Taylor, hein, c'est celui qui a parlé de l'organisation scientifique du travail, si vous voulez. Alors pour lui, l'organisation du travail peut faire l'objet de sciences. Lui, il met en évidence, si vous voulez, 4 grands principes qui caractérisent son système de management scientifique du travail. Voilà, donc clairement, hein, il considère qu'il faudra séparer direction et exécutant. Donc pour lui, il appartient aux membres de la direction, ce qu'on appelle le management ou l'encadrement, bien évidemment, de définir les conditions optimales d'exécution d'une tâche et la fixation des normes de ce travail-là. Ça, c'est selon lui. Ça. Ensuite, les ouvriers doivent être sélectionnés, puis perfectionnés, on va dire, ils sont sélectionnés, entraînés, afin d'être de plus en plus meilleurs, on va dire, progressivement. Donc, ce sont leurs qualités
connaissances qui vont s'améliorer progressivement, étant donné que la direction a déjà tout défini. Les ouvriers doivent également suivre les directives données sur la façon d'exécuter le travail. En fait, on ne leur demande pas de réfléchir, puisque d'autres ont déjà fait ça, notamment la direction. Eux, ils sont là simplement pour exécuter ce qui a été prévu. En général, ils doivent le faire bien, puisqu'ils sont censés être formés sur comment cela doit fonctionner. Les conditions optimales d'exécution étant définies par la direction, ils n'ont plus vraiment à trop réfléchir. Ils sont aussi encadrés par un certain nombre de normes. Alors, Taylor, il faut dire quelque chose, hein, il a vraiment la certitude que le travail doit être exécuté conformément aux règles découvertes par la direction, qui a dû forcément, selon lui, être les génies, hein, un peu comme le gouvernement peut-être actuellement, maintenant, en fait, qui réfléchit, donc, la majorité qu'on dit présidentielle, hein, qui semble bien réfléchir et donc a pour seule préoccupation comment faire pour que les gens comprennent au mieux, puisqu'ils ont déjà réfléchi. Donc, concrètement, pour lui, ils ont déjà pris, on va dire, les meilleures méthodes, ce qu'on appelait à l'époque les own good way, avec les outils les plus appropriés, les plus structurés, les plus affinés, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, bien évidemment, dans ces conditions-là, la responsabilité du travail est donc vraiment partagée entre les ouvriers et les membres de la direction. Vous voyez, on a séparé en deux parties. Direction d'un côté qui réfléchit et ouvrier donc qui exécute. Ils n'ont plus besoin de réfléchir. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes si on va rentrer dans les détails. Concrètement, en fait, là, selon ce modèle qu'on appelle le modèle traditionnel ou classique, hein, toutes les fonctions organisationnelles ont dû tomber dans l'OST. Je pense que ça reste encore aujourd'hui. On a pu le voir à travers un certain nombre d'exemples. Hein. Les ressources humaines vont être, comment dire, on va appeler ça, considérées ou perçues comme un coût à minimiser. Et sa fonction va principalement concerner l'application de la division verticale et horizontale du travail. D'un côté, il y a les ouvriers, de l'autre côté, il y a les dirigeants. Donc, verticalement, il y a une hiérarchie et horizontalement, il y a la direction, il peut y avoir plusieurs directions et qui font la conception des choses. Et puis, il y a les ouvriers qui vont charger simplement d'exécuter ce qui se passe. Alors, progressivement, on va dire, cette méthode-là, puisque ça, enfin, dans la littérature occidentale, si vous voulez, on ne connaissait pas d'autres méthodes qui permettaient de faire des organisations. Alors, j'attire votre attention sur le fait que chez les Sumériens ou alors chez les plus anciens, ce qu'on appelle les Égyptiens anciens, hein, qui étaient tous, donc, bien évidemment, une civilisation nubienne noire, voilà, ils ont déjà défini différentes méthodes d'organisation scientifique du travail. Hein. Taylor n'a pas vraiment inventé la roue, mais dans le monde occidental, il faut noter qu'effectivement, Taylor fait partie des premiers à mettre vraiment sur pied quelque chose de purement respectant ce qu'on a appelé l'esprit scientifique. Les anciens Égyptiens organisaient très bien le travail. Hein. On ne construit pas des pyramides avec des tonnes de pierres sans avoir une certaine organisation du travail hein, sur les ouvriers, l'exécution, mais il n'y avait pas forcément cette séparation du travail puisque les chefs de chantier devaient aussi repasser sur les différents chantiers pour s'assurer que les choses se passent au mieux possible. Alors, en tout cas, dans le monde occidental, cela est devenu, on va dire, la référence en matière d'organisation. Et du coup, cette méthode se diffuse dans de nombreux secteurs d'activité et les entreprises comment dire, européennes s'en inspirent beaucoup, 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 beaucoup. Donc, plusieurs secteurs d'activité s'en sont pris, bien sûr. Quand on prend des livres de Misola, Au bonheur des dames, hein, donc, écrit par au Grand Nord, hein, la grande distribution, l'automobile avec Ford, qui a vraiment perfectionné la chose, en fait, en faisant intervenir en plus la publicité. C'est assez ingénieux, hein, Ford, le travail qu'il a fait. Cela a favorisé un petit peu un certain nombre de, on va dire, une diffusion assez large de cette méthode. Donc, comme on peut le voir, hein, ce que l'on peut voir, notamment en termes de conditions d'émergence de cela, c'est quoi? C'est que en fait, c'est parce que les gens manquaient d'éducation et Taylor considérait que comme ils manquent d'éducation, ils peuvent au moins travailler avec leurs mains.
Donc, les ouvriers. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent, hein, voilà, qui réfléchissent, qui conçoivent les choses, et puis les autres doivent exécuter. Ce qui fait que ça crée une petite tension en fait, sur le rapport entre les managers de l'époque, hein, les comtes, les ducs, enfin, les grands propriétaires, et puis plus tard devenus chefs, hein, on commençait donc à tirer un peu les choses, un peu durement. Donc, on a un rapport de force entre les managers et les exécutants qui a beaucoup évolué. On a l'impression qu'il y a plus de force du côté de ce qu'on va appeler plus tard les employeurs, et puis que les exécutants ou salariés ou ouvriers perdaient de plus en plus de pouvoir. Et en fait, cela a fait émerger aussi un certain nombre de luttes pour les classes sociales. Nous aurons peut-être le temps de revenir sur ça beaucoup plus tard, notamment dans les différentes politiques de valorisation. Nous allons parler des conditions de travail et son évolution éventuellement, si nous voulons. Alors, il faut noter que, clairement, puisque le rapport de force est un peu différent, on a vu que le climat social n'était plus vraiment le même, puisque c'était très peu agréable, puisque les exécutants, ils sont dans leur monde et on ne leur demande pas de réfléchir, mais du coup, ils doivent simplement se concentrer sur comment exécuter ce qui a été réfléchi. Or, les Japonais, comme on le voit aujourd'hui, ont eu cet avantage-là sur nous, en fait, à accélérer leur process simplement en fonctionnant en ce qu'on appelle le mode plateau. Nous n'allons pas revenir sur ça puisque c'est purement de la gestion de projet. Mais les autres conséquences vraiment de ce type de modèle, comme on peut le voir clairement, puisqu'on a séparé manager et exécutant, forcément, les exécutants sont plus considérés comme étant des robots, des machines. Donc, il y a une déshumanisation du travail. Et bien évidemment, cela a suscité un certain nombre de critiques vraiment pertinentes sur le travail qui est fait, comme on ne permet plus à certaines personnes, donc la couche qui est en bas, de réfléchir, et ainsi de suite. Forcément, cela a eu des conséquences vraiment importantes sur l'organisation du travail, et ainsi de suite. Mais en termes de diffusion, ça a commencé d'abord en Europe et après ça s'est diffusé en Amérique. Ford, comme je le disais tout à l'heure, en fait, a développé le truc en Grande-Bretagne. Comment? Il utilise la même technique que Taylor. Donc, quelque part, c'est à la fois, on va dire, de la séparation entre ceux qui réfléchissent à la direction et puis ceux qui appliquent les exécutants. Mais lui, il a rajouté quelque chose, c'est les produits qui sont fabriqués, il les fait racheter par certains salariés ou exécutants de la boîte et ils doivent rembourser progressivement. Donc, doublement, il lui faisait de la publicité puisqu'ils vont dehors en montrant des voitures qu'ils ont fabriquées chez eux-mêmes, enfin par eux-mêmes. Ils ont forcément une fierté de pouvoir montrer qu'on sait faire des choses, on peut exploiter, utiliser ce qu'on fait. Donc, il n'avait plus besoin de mettre beaucoup d'argent dans les histoires de publicité pour se faire connaître. Tous les exécutants, surtout, et quelques managers étaient donc automatiquement les ambassadeurs en fait de la marque Ford. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on peut voir qu'il y a encore la marque Ford de voitures, ainsi de suite. Voilà, une petite parenthèse sur Ford, sans trop m'égarer sur ce plan. Donc, globalement, c'est ce qu'il faut retenir que dans les conditions d'émergence, il y a le manque d'éducation, l'évolution du rapport de force entre manager et exécutant. Mais la vision de ce modèle, clairement, c'est de minimiser les coûts. Étant donné qu'on a séparé, on a divisé la tâche, le travail entre exécutant et manager, donc division verticale et division horizontale du travail, à un moment donné, on sait exactement ce qu'il faut faire. Par exemple, pour fabriquer une chaise, on sait qu'on a besoin de bois, de clous, de quoi raboter, un peu de vernis ou de la peinture en fonction de ce qu'on a à faire, et puis de la sciure, des choses comme ça. On sait exactement ce dont on a besoin en termes de matière première pour faire les choses. On sait combien de temps doit coûter un petit peu l'assemblage, la découpe du bois, l'assemblage du bois, le ponçage, la peinture, des choses comme ça. Et du coup, on peut rémunérer les gens en fonction de cela. Donc, c'est un peu l'idée que Taylor avait. Bon, au départ, l'idée était censée être bonne, simplement, on n'avait pas mis de l'humain dedans. C'est d'ailleurs que ça que le modèle qui suit va essayer de résoudre. C'est ce qu'on a appelé le modèle des relations humaines. Alors, clairement, le modèle des relations humaines a émergé, on va dire, dans les années 30. On peut dire que c'est suite à la crise de 1929 qui a vraiment appauvri les gens, qui a rendu vraiment faim. Les gens ont eu vraiment faim, en fait. Et du coup, ce qu'ils ont dû faire, simplement, c'est essayer, d'une certaine façon, de s'en sortir, si on dit. Donc, en termes de conditions d'émergence, c'est que Taylor, dans son modèle, a créé de la déshumanisation du travail et aussi, quelque part, dans
cette expérience-là dans les années 1930, si vous voulez, un monsieur, donc un chercheur qui s'appelait, américain bien sûr, qui s'appelle Elton Mayo, à partir donc de son expérience dans un institut en Amérique qu'on appelle la Hawthorne, met en relation la productivité et la satisfaction des ouvriers dans leur travail. Ça veut dire que si les gens sont contents du travail qu'ils font, effectivement, ils vont s'impliquer davantage et forcément, ils vont être plus productifs. Donc, lui, ce qu'il a compris, c'est que plus on est satisfait, plus on produit ensemble. Donc, l'entreprise ici va être, disons, considérée comme étant un système à la fois technique, économique, mais aussi et surtout social. Cela veut dire quoi? Que ce modèle, ou alors les chercheurs de ce modèle, donc Elton Mayo et ses compagnons, considèrent tranquillement qu'ils reconnaissent que dans la productivité du travail, il y a un certain nombre de facteurs. D'abord, ce qu'ils ont qualifié de facteurs d'ambiance, notamment les couleurs, la température, etc. Ils ont parlé aussi de ce qu'on va appeler les phénomènes de nature psychosociale. Par exemple, l'influence du groupe. Si on est quelque part où les gens sont très motivés, qui bossent, on a envie de faire comme tout le monde. Si les gens sont démoralisés ou autres, ne travaillent pas, on peut être un peu embêté. Ils ont mis en évidence également, cette équipe a mis en évidence également ce qu'on va appeler la communication interpersonnelle. Donc ici, c'est plutôt comment les gens communiquent spontanément ou autre, s'ils doivent faire des choses. Et puis, à titre d'information, voir aussi un petit peu quelle place peut occuper l'information. Est-ce que la communication est plus impersonnelle, personnelle? Est-ce qu'on peut, quand on a un problème, communiquer rapidement ou est-ce qu'on a besoin d'attendre une réunion pour pouvoir communiquer cette information, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ce qu'ils ont appelé les phénomènes informels. Cette recherche-là leur a permis forcément de pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Donc, il déduit de ce modèle que la fonction ressources humaines doit tout naturellement s'assurer du degré de satisfaction des salariés dont la coopération est vraiment indispensable si on compte développer l'entreprise. Comme on l'a dit, satisfaction, plus de productivité collective. Donc, si cela se passe comme on peut le voir là, effectivement, les gens sont contents, ils sont satisfaits, ils produisent mieux et donc cela fait régner un meilleur climat, contrairement à la déshumanisation provoquée par le travail de Taylor. Et donc forcément, les gens vont être plus impliqués et il y aura moins de rejet de la chose, il y a moins de phénomènes de rejet, bien évidemment. Nous allons aborder le troisième modèle, ce qu'on appelle le modèle de la gestion moderne. Alors, donc, des années 30 jusqu'aux années 60-65, on évolue encore cela parce qu'on pense qu'on a Taylor, bien structuré, bien organisé scientifiquement le travail, mais en mettant un peu de l'humain dedans avec le modèle des relations humaines. Mais dans tous ces contextes-là, c'est que économiquement, ça avait l'air d'aller. Sauf que entre 1930 et 1970, il y a eu la guerre, la deuxième guerre dite mondiale. Et puis il y a la guerre froide, les différentes guerres qui se sont déroulées entre-temps, notamment la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, il y a la guerre, donc, différents types de guerres un peu partout. Donc forcément, cela crée un climat un peu délétère, forcément. Et du coup, il fallait remodeler les choses. Du coup, on a dû proposer, comme on dit dans les années 70, on a dû intégrer un certain nombre de variables, bien évidemment, pour gérer correctement les entreprises. Donc, en termes de conditions d'émergence, il faut noter simplement que, quelque part, on a voulu donner un nouveau rôle au manager qui doit cette fois-ci s'occuper non seulement uniquement de la satisfaction des clients, des salariés, pardon, mais surtout de les motiver et notamment considérer leur créativité interne. C'est aussi pour ça que je disais que dans le point 6, le sous-point 6, on va aborder la question de la motivation et de la satisfaction. Ce sera l'occasion pour nous de distinguer clairement satisfaction et insatisfaction, de voir un peu les relations éventuelles ou les liens éventuels entre ces différentes notions avec la motivation. Donc, le système de gestion devient alors vraiment participatif et le rôle du manager n'est plus uniquement de contrôler
comme le voulait Taylor, mais surtout de motiver son équipe, donner envie aux gens de s'investir. On dit, voilà, on met en place une prime de rendement. On va dire, par exemple, que telle équipe a fait tel chiffre d'affaires ou telle chose de telle production. Et du coup, ça va motiver les autres équipes ou les équipes doivent suivre ou bien reprendre la relève. On se dit, ah, nous, on a envie de faire mieux. Et donc, forcément, cela va impulser quelque chose et donner envie aux gens de pouvoir, effectivement, pouvoir s'y intéresser. Donc, l'objectif n'est plus vraiment d'améliorer la satisfaction, mais la prise de décision, si vous voulez, et l'efficacité globale de l'organisation. C'est ce qu'on cherche à avoir. Donc, on doit motiver au-delà du contrôle. On va permettre aux gens d'être vraiment très créatifs et on va se concentrer éventuellement pour savoir si ils vont bien, s'ils ont des problèmes particuliers. Comment on fait pour résoudre ces problèmes particuliers? Il faut savoir leur bien-être au travail et la gestion de leur stress. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Les gens sont devenus de plus en plus contents et de plus en plus contents. Ils ont commencé à plus s'impliquer, à participer un peu plus à la décision. Étant donné que cela est participatif, ils savent maintenant que effectivement leur avis peut être pris en compte éventuellement si c'est assez constructif. Ils peuvent être force de proposition. Du coup, ils ont envie de vraiment de s'investir, de s'y donner. Du coup, ils participent globalement à l'efficacité de l'entreprise et donc des tâches qu'ils ont demandées à ce niveau-là. Mais c'est toujours pas suffisant parce qu'on commence à regarder un petit peu qu'il faut motiver les gens. Mais motiver les gens pour l'entreprise uniquement. Maintenant, on va commencer à travailler pour les autres entreprises du secteur. On va développer plus ce qu'on appelle l'employabilité qui va permettre notamment de pouvoir être prêt pour travailler dans d'autres entreprises, même si voilà, ce n'est pas ce qu'on souhaite le plus. Et donc, du coup, dans ce dernier modèle, nous allons aborder le modèle de la gestion stratégique. Quelles sont les conditions qui ont permis de faire émerger ce type de modèle naturellement? On a voulu avoir quelque chose d'un peu plus complet. Donc, non seulement on prend en compte l'idée de Taylor sans déshumaniser les gens en mettant un peu de l'humain dedans des années 70, on a pris en compte également la question de la participation, de l'implication, bien évidemment, des différents salariés. Donc, ça, c'est le modèle précédent. Mais cette fois-ci, on va avoir quelque chose d'un peu plus complet, si vous voulez. Donc, il s'agira clairement de trouver un équilibre entre, d'un côté, le développement humain et de l'autre côté, le développement économique. Tout ça afin de contribuer à la performance globale de l'organisation. Comment cela peut se faire en termes de vision et d'objectif? L'individu va ici servir voilà, dans l'organisation où il permettra bien évidemment d'atteindre les objectifs non seulement à son niveau, mais également de l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un compromis entre les objectifs de l'individu et les objectifs de l'organisation ou de l'entreprise qui est concernée. Donc, on a une dynamique de cohésion et de partage d'un ensemble de valeurs communes. Donc, d'où la notion, bien évidemment, de culture d'entreprise et de valeurs communes et de culture d'entreprise a pu émerger aussi dans ces années-là. On est là dans les années 90 où l'employabilité vraiment commence à prendre son essor. L'employabilité ici va être plutôt le fait de pouvoir préparer le salarié à faire face aux différentes mutations de son environnement, que ces mutations soient d'ordre démographique, économique, technologique ou autre. Donc, quelque part ici, on va évoluer avec ce type de modèle qui est plus ambitieux, si on veut, donc à commencer, si on veut, par clairement une certaine vision des choses. Donc, la fonction ressources humaines est définie comme la prise en compte à la fois de l'individu, donc de ses stratégies individuelles, bien évidemment, de ses ressources et des coûts que représente chacun de ces différents éléments dans la coopération à l'atteinte des buts de l'organisation. Donc, l'organisation va dire, nous voulons augmenter notre chiffre d'affaires de 2%. Le salarié va dire, moi, je veux bien être reconnu si tout se passe bien, peut-être être promu ou bien avoir une prime exceptionnelle. Sur cette stratégie individuelle, on va voir ensuite quelles sont ses compétences. Est-ce qu'il a besoin de formation particulière ou pas, qui ne va pas nous coûter trop cher? Est-ce qu'à partir de tous ces éléments-là mis dans le même panier, on va chercher donc à optimiser un certain nombre de choses. Donc, chacun pourrait participer en coopérant correctement au but de l'organisation, c'est-à-dire atteindre, bien évidemment, voilà, un chiffre d'affaires important. Ça peut être, par exemple, d'être meilleur, de pouvoir devenir leader sur le marché, ce genre de choses. Donc, clairement, comme on se concentre sur l'individu et sur sa capacité à faire face en tenant compte de ses ressources propres et du coup que cela va impliquer,
on va commencer à changer de logique de poste. C'est-à-dire qu'on est passé de la logique de poste, donc on disait ce qui devait être fait, ce qu'on appelle une logique de poste prescriptive. Donc, on dit ce qu'il y a à faire et on suit les procédures, un peu Taylor et un peu relations humaines aussi. Voilà. Et on va remplacer cela par une logique de compétences. Quand on dit compétences, c'est que ces éléments vont être devenus des actifs spécifiques portant, bien évidemment, des compétences qui s'acquièrent dans l'organisation. Donc, le salarié vient chez nous, il apprend beaucoup de choses en faisant des formations dehors, mais également au sein de l'organisation. Par mimétisme, par suivi, par formation interne, ce genre de choses, différents mécanismes qui vont permettre aux salariés de développer ces compétences et du coup ne plus être dépendant d'un poste, mais avoir des compétences mobilisables partout. C'est ça un peu l'idée de la mobilité. Et donc, quelque part ici, il faut maîtriser les paramètres stratégiques qui sont à la fois internes et externes, qui vont permettre à la fois d'articuler les objectifs des entreprises, l'organisation des ressources humaines et, bien évidemment, l'organisation de l'entreprise en général. Donc, voilà 4 modèles. On a un modèle 1 traditionnel, modèle 2 gestion, modèle de relations humaines, modèle 3 gestion moderne et modèle 4 gestion stratégique des ressources humaines. Ce que je vais vous demander donc dans le point 5, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, c'est de pouvoir, bien évidemment, faire une synthèse de ces 4 modèles-là. Sur la base du schéma qui va suivre, c'est-à-dire conditions d'émergence et ou nature. Deuxième point, vision et objectifs RH. Troisième point, implication, conséquences, division ou autre. Il s'agira de faire la synthèse de ces différents modèles-là pour la séance prochaine de CM. Voilà. Maintenant, je vais aborder le dernier point qui concerne donc la motivation. Alors, forcément, la motivation et la satisfaction vont être des notions ici qu'il faudra absolument prendre en considération sans mobiliser différents éléments. Voilà. Donc ici, nous allons avoir différentes approches pour expliquer le concept de motivation. D'abord, il y aura une approche statique qui va être basée essentiellement sur ce qu'on va appeler des facteurs fixes. Nous allons avoir aussi une approche dynamique qui va tenir compte cette fois-ci de l'évolution. Donc, on va appeler ça l'approche processuelle. Donc, de l'évolution à la fois psychologique et physiologique qui vont motiver ou influencer donc la motivation des gens. Et puis, on va avoir une approche dynamique sur les différents auteurs qui ont permis donc de pouvoir expliquer la motivation en réalité. Donc, très rapidement, donc en termes d'approche statique, l'approche statique, clairement, c'est quoi? C'est que les premiers travaux sur la motivation se sont d'abord et avant tout centrés sur son contenu. Ce que ces différents modèles cherchent, simplement, c'est quelque part de voir est-ce qu'il y a des facteurs qui sont responsables de la motivation. Et en fait, oui, ces modèles ont identifié des facteurs comme la rémunération, le climat social, la possibilité d'apprendre ou encore les défis à relever. Un certain nombre de facteurs comme ça, en fait, qui sont censés expliquer la motivation. Donc, on se dit comme quoi que, selon cet ensemble, selon cette théorie, que la vision de la chose est assez simpliste ou statique. Concrètement, qu'est-ce que cela implique? Cela implique quoi? Que la motivation repose sur des facteurs communs à tous les humains, comme par exemple leurs besoins à satisfaire, leurs instincts, leurs pulsions. C'est vraiment une vision très, très simpliste, en réalité, de la chose. À l'opposé, il y a une approche dynamique de la motivation. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs, en fait, qui ont travaillé dessus, notamment Le Boyer, en fait, c'est Lévy et Boyer, qui, dans les années 2000, en fait, a essayé de proposer une définition à la motivation, pouvoir en extraire bien évidemment des facteurs explicatifs en termes de processus. Il considère que ce n'est plus un état, mais c'est un processus qui vient aussi bien de la psychologie que de la physiologie,
qui va être responsable du déclenchement du comportement, de sa direction, de son intensité, de sa persistance et de sa cessation. Tout cela est donc susceptible de générer un petit peu de stress. Alors, physiologiquement, la motivation rend compte du niveau d'éveil de vigilance. Psychologiquement, la motivation procure l'énergie nécessaire à une personne pour agir afin de réaliser un objectif. Donc, on est en train de voir ici la motivation comme un processus et non contrairement comme une notion un petit peu statique, un état. Donc, quelque part, c'est une vision très, très simpliste des choses. Quelque part. Donc, on va considérer que psychologiquement, la motivation est un processus, si vous voulez, qui va prendre en considération 4 éléments clés. On appelle ça éléments de base. D'abord, il faudra un déclencheur, quelque chose qui déclenche la motivation. Donc là, ce qui va déclencher le comportement, ou qu'on va inciter comme ça. En fait, c'est ce qui incite à agir. Or, il faudra une direction. Deuxième élément, une direction. Donc la motivation dirige le comportement vers un but à atteindre. Et troisième élément, l'intensité de la motivation. Alors ici, c'est l'énergie, les efforts nécessaires pour atteindre le but fixé dans le cadre de cette motivation-là. Et dernier point ou dernier élément de base pour expliquer le processus qui amène vers une motivation. Il y aura la persistance du comportement. Est-ce que le comportement continue? Est-ce que les efforts fournis pour avoir ce type de comportement continuent? En général, c'est ça qui peut générer le stress. Ça évolue en courbe de cloche. Donc, trop de stress, à un moment donné, va tuer le stress normalement. Mais donc, il faut un peu de stress pour avoir de la productivité. Mais à partir d'un certain niveau donné, trop de stress va faire que la personne va être tellement pas bien qu'en termes de motivation, c'est vraiment très, très mal barré. Je vais prendre un exemple, par exemple, pour illustrer cette chose-là de manière on va dire, à clarifier les choses. Donc, en termes d'exemple, hein, on a la motivation d'un commercial que l'on peut retrouver bien évidemment à la fois sur le plaisir de remporter un nouveau contrat. Donc, on est bien d'accord qu'un commercial qui remporte un nouveau contrat est content et se dit qu'effectivement, cela va lui permettre donc d'être reconnu. Et donc, de par cette reconnaissance, il pourra peut-être embaucher une prime à la clé. C'est une source de motivation possible. Mais c'est une notion aussi, la motivation est une notion un petit peu historique aussi. Donc, chaque auteur essaye donc d'identifier, on va dire, quelques facteurs explicatifs de la motivation. Hein? Selon, bien évidemment, le contexte économique, culturel du moment. Parce que, par exemple, dans les années 1900, un peu avant les Taylor et donc pendant les Taylor, la conception dominante était liée à l'industrialisation de la production et au mode d'organisation, qui, de fait, ont un fonctionnement selon Taylor et selon Ford. J'ai dit que Ford a apporté quelque chose, la communication, le marketing derrière, en plus du modèle de Taylor qui était déjà bien calibré. Donc, on parle de mode d'organisation tayloro-fordien. Donc, seule la motivation économique était envisagée. Taylor a été davantage attentif aux mécanismes d'allocation des ressources qu'à la spécificité de leur dimension humaine, bien que son projet s'inscrivait dans un processus de résolution des questions sociales. Il considère qu'il y a trop de tensions et que les managers, en fait, payaient les gens n'importe comment et les gens ne savaient pas pourquoi on les payait. Pourquoi est-ce que pour le même travail, on va payer deux personnes différemment? Il voulait savoir un petit peu quels sont les éléments qui pourraient faire ça. Donc, son idée de base aussi, un peu, Taylor, c'est quand même dans les années 1900. Hein? C'est pas très, très nouveau, comme on dit. Et lui, il avait déjà ça comme idée. Donc, c'est pour ça, en titre d'exemple, on a vu qu'il instaura, par exemple, un salaire au rendement. Taylor instaura un salaire au rendement. Dans les années 40-50, hein, donc ça c'est après la période du modèle des relations humaines hein, que l'on peut prendre en considération,
on a la fin de la Seconde Guerre dite mondiale et on commence à critiquer aussi le taylorisme en disant que ça fait trop de robots, trop de personnes qui ne réfléchissent plus, qui sont là simplement pour exécuter. Donc, tout le monde peut travailler en usine, par exemple. Donc, comme il y a des ressorts non économiques de la motivation qui n'étaient pas pris en considération comme modèle avant, on a commencé donc à s'intéresser à cette chose-là. Par exemple, Elton Mayo a montré l'importance du climat dans la motivation au travail. Alfred Maslow, donc le monsieur qui a travaillé sur les besoins primaires ou autres dans les années 70, proposa une représentation de la motivation sous la forme d'une pyramide de besoins allant des besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, être en sécurité, jusqu'à des besoins sociaux supérieurs, comme par exemple appartenir à un groupe donné, se respecter soi-même et s'accomplir. Je considère que ce sont des états assez subtils qui ne font pas partie des besoins primaires, en fait, qui peuvent être source de motivation. Quelqu'un qui a faim va être super motivé pour au moins trouver quelque chose à manger. Mais quelqu'un qui n'a pas faim, qui est déjà rassasié, va essayer de voir s'il y a un peu de place pour le dessert. C'est un peu ce principe, c'est le fonctionnement selon Maslow. Ceci dit, les décennies suivantes, donc 50-80, ont mis l'accent sur d'autres facteurs de motivation, comme par exemple la possibilité d'avoir des responsabilités, des objectifs à atteindre ou des défis à relever. Et puis, on est libre un petit peu de comment fonctionner. On doit demander les outils dont on a besoin pour faire le travail, indépendamment de... Voilà. Parce qu'on sait qu'on est reconnu dans le travail, du coup, on s'implique encore davantage. Et d'une certaine façon donnée, cela peut motiver les salariés à pouvoir y être comme ça. Alors, dans les années 80, donc jusqu'à nos jours aujourd'hui, une nouvelle conception de la motivation a émergé. La fin de la période de croissance soutenue, de la production et des revenus et la dégradation du marché de l'emploi sont, on va dire, à l'origine d'une nouvelle problématique. Alors, c'est laquelle? Comment motiver des salariés en période de crise ou de difficulté? On est bien évidemment en plein fond dans la COVID actuellement, donc c'est un exemple qui est tout trouvé. Donc, différents ressorts de la motivation ont été alors testés voilà, et actionnés pour voir un petit peu celles qui fonctionnent dans cette condition particulière et celles qui fonctionnent un peu moins bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a la vision simpliste d'un côté, la vision dynamique de l'autre, avec la notion du concept, de notion qui date. Donc, quand on voit les visions dynamiques, elle est à la fois, donc c'est une vision processuelle, hein, bien sûr, elle est à la fois psychologique et physiologique. Tandis que la vision simpliste se base uniquement, un peu comme Maslow, avec les besoins primaires de Maslow. Donc, on a les besoins, les instincts et les pulsions qui vont générer un petit peu la motivation des différents individus. Alors, point suivant, on va faire le lien entre la motivation et la satisfaction. Alors, pour faire ce lien, on va commencer donc avec une distinction vraiment claire entre les facteurs de satisfaction et des facteurs d'insatisfaction. Alors, clairement, il y a un auteur qui s'appelle donc Frédéric Herzberg. Pour lui, certains facteurs créent la satisfaction et sont des facteurs de motivation liés par exemple, au contenu du travail. Par exemple, le fait notamment d'avoir des responsabilités ou de voir reconnaître ses capacités. Donc, j'ai pris l'exemple du commercial qui doit aller faire le tour. Lui, il va poser des questions aux gens, essayer de vendre des produits. Et s'il en vend suffisamment, il pourrait bénéficier d'une prime. Si on lui laisse la possibilité d'organiser le travail comme il veut, en lui fixant simplement des quotas, des objectifs à atteindre qu'on peut discuter, effectivement, il va se sentir reconnu et ça peut le motiver vraiment à aller vite, à aller bien et à faire les choses comme il faut. Pour cet auteur, d'autres facteurs, comme par exemple les facteurs d'hygiène au travail ou les facteurs de maintenance, par exemple paye, sécurité de l'emploi ou autre, peuvent bien évidemment être des facteurs qui vont générer de l'insatisfaction si jamais ils ne sont pas là. Par exemple, si on a des salaires qui baissent,
forcément, ça ne va pas motiver les gens et du coup, les gens vont se plaindre d'une certaine façon. Donc, c'est l'insatisfaction qui est là. Donc, ce n'est pas source de motivation d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire que si on a un salaire qui est meilleur, ça ne veut pas dire que si on a un salaire qui est meilleur, automatiquement, on va être motivé. Donc, le lien n'est pas automatique. C'est un facteur qui, une fois manqué, va poser des problèmes, mais présent ne garantit pas que les salariés soient motivés. Hein? Donc, la paie, la sécurité de l'emploi, des choses comme ça. Donc, du coup, pour accroître la motivation au travail, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, il faut distinguer clairement facteurs de satisfaction et facteurs d'insatisfaction pour peut-être tirer une conclusion importante en termes de gestion ou de management. Donc, pour accroître la satisfaction des individus au travail, il faut agir sur le contenu même de l'activité professionnelle. Plus précisément, il faut redéfinir les responsabilités au sein de l'organisation et du service. Donc, en fait, Esberg note que toute autre modification ne servirait à rien, que ce serait vraiment vain. A-t-il raison? Nous allons peut-être prendre deux exemples. Lorsqu'un comptable peut organiser son travail hebdomadaire et a la responsabilité entière d'un certain nombre de clients ou de dossiers, alors il peut réfléchir sur son travail et y trouver une réelle source de satisfaction et de motivation. Même si les deux notions sont liées, la satisfaction ressentie par un individu ne permet pas de prédire son niveau d'engagement dans le travail ou sa motivation. Comme on peut le voir, donc en effet, un salarié peut être satisfait par son travail sans être motivé et réciproquement. Exemple, les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, c'est dans l'autre sens aussi. Par exemple, eux, ils ne sont pas satisfaits, mais ils peuvent être motivés. L'idée d'aller pouvoir sauver des vies, des feux, fait qu'ils sont super motivés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits, ils sont aussi de l'insatisfaction, puisque les conditions de travail ne sont pas forcément les plus intéressantes, ils n'ont peut-être pas toutes les protections qu'il faut, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut absolument prendre ces différents éléments en considération. Quand on prend les professions qui s'exercent dans des conditions difficiles, voilà, on se retrouve dans cette situation-là où les choses ne vont pas forcément en marchant. Donc, voilà, nous voilà donc à la fin de ce deuxième chapitre portant sur les modèles de GRH. Prochainement, nous allons voir le chapitre 3 avec son organisation spécifique qui va s'intituler, qui va s'articuler sur 3 points. Merci de votre suivi et donc rendez-vous donc pour le chapitre 3.